Bonjour Jérôme. Bonjour Denis. Alors bienvenue dans le podcast de Place to Buzz, le podcast qui est destiné aux entrepreneurs qui veulent prendre la parole. Alors, c'est un sujet que tu connais bien, Oui. puisque tu as fondé l'entreprise Jérôme Lacour Conseil, qui est spécialisée sur la prise de parole. Absolument, la prise de parole, on accompagne les dirigeants d'entreprise et les managers à se sentir beaucoup plus à l'aise en fait, à être beaucoup plus serein et prendre du plaisir. Le mot plaisir est super important dans ce qu'on fait, leur apprendre à retrouver vraiment toutes les clés intérieures, aller chercher tous les leviers qui va leur permettre d'être beaucoup plus serein dans leur fonction. Alors quels sont les symptômes dont, entre guillemets, souffrent ceux qui viennent te voir et qui recherchent une plus grande aisance à l'oral ? Tu utilises le mot souffre et c'est une vraie souffrance, clairement. Et c'est clairement un sujet qui est compliqué pour eux. C'est les symptômes du stress, en fait. Que le cœur qui bat, la gorge nouée, les idées qui partent en vrac. Ils sont très, très limités à cet instant-là, en fait. Il y a une sécrétion de cortisol qui arrive et puis ils perdent leurs moyens. Ils ont vraiment du mal à porter le bon message. Et ça les frustre énormément. Donc, ils sont hyper compétents, ils le savent, mais au moment où ils prennent la parole, tout de suite, ils ont l'impression d'être un enfant de 10 ans, ils ont l'impression vraiment de ne plus rien savoir. Et derrière tout ça, on en parlera après, mais il y a des tas de choses qui se passent par leur tête, il y a des interférences que j'appelle, donc ils se comparent à d'autres en mode lui il est super bon, il est génial, il s'exprime bien, moi j'y arrive pas. Donc ils sont hyper frustrés en fait. Est-ce que c'est des gens qui ont toujours connu ce problème de la prise de parole ou est-ce que c'est un sujet qui peut apparaître au cours d'une carrière professionnelle, notamment lors d'une mutation et d'une prise de poste ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a différents profils. On pense souvent d'ailleurs que quand on a peur de prendre la parole, c'est depuis très longtemps comme ça. Alors, c'est un des profils. Nous, on a à peu près 3 profils chez nos clients. Il y a le premier profil des personnes pour qui, effectivement, la prise de parole a été toujours très compliquée. Voilà, l'école primaire, se lever, réciter sa poésie, se mettre devant tout le monde, ça a été toujours très compliqué. Faire un exposé, la thèse pendant les études... et puis le milieu professionnel qui se montre quand même parfois un peu féroce et compliqué là-dessus. Donc eux ont toujours eu du mal et puis vraiment souffrent. Et puis il y a le second profil de personnes pour qui la prise de parole n'a jamais été une difficulté, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une difficulté, une prise de parole qui est compliquée, ils se mettent à bugger. Ils ont l'impression, moi j'ai eu des clients, je me souviens d'une personne en janvier 2020 qui prend la parole et puis qui me dit, à ce moment-là, je sais pas, j'étais fatigué, j'étais pas bien, je bug et je dois m'arrêter. Le son ne sort plus, ma voix se met à trembler et à partir de là, je suis même obligé de céder ma place pour certains, où je suis même obligé pour eux c'est quelque chose d'énorme, de m'arrêter, de dire, attendez, j'ai un problème. Ils arrivent parfois à reprendre, pas tout le temps. Cet échec les suit après, c'est ça, c'est le deuxième profil. Ouais, le second profil, c'est très compliqué, en fait. Ils ont du mal, un peu comme un pilote en avion, tu vois, qui se crache et puis qui veut plus remonter sur son cheval ou dans un avion. Et c'est pour eux très compliqué parce que ils se disent, non, dans l'image que je me fais de moi-même et surtout dans les attentes qu'on a vis-à-vis de la fonction que j'occupe, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Et je ne dois pas reproduire ça. Et l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu veux éviter quelque chose, les choses viennent à toi à 200 km/h. Donc tu attires en fait ce que tu veux éviter. Et à partir de là, c'est très compliqué pour eux. Et il y en a certains qui vont jusqu'à s'épuiser. Ça leur bouffe une énergie énorme et qui vont même jusqu'au burn-out. Il y a des limites de burn-out après. Parce que ça les met dans des situations de stress intense et chronique qui fait qu'à un moment donné, ils se disent « mais je ne comprends plus. Enfin, j'étais super à l'aise avant, je bug et j'y arrive plus. » Okay. Et le troisième profil dont tu as parlé ? Le troisième profil, qui est un peu moins courant, mais ça arrive aussi, pareil, ce sont des personnes pour qui la prise de parole n'est pas un sujet. Et en fait, ils se rendent compte qu'arrivés à la quarantaine, alors je sais pas, il y a un âge un peu médian, les choses c'est comme si la mécanique se dégradait et à partir de là, ils n'arrivent plus en fait, si tu veux, à exprimer leur message. C'est plus fluide comme avant. En fait, ils n'arrivent plus. En fait, il y a une perte de confiance. Et là, on rejoint un petit peu ce qui se passe dans le second profil,
C'est-à-dire qu'ils se mettent à très hésitants, à vouloir fuir, parfois même, du coup, on rejoint un second profil où ils vont se mettre à bugger, à ne plus va, et à partir de là, ils vont quelque part rentrer dans un cercle vicieux. Et quels sont les profils, quelles sont les problématiques psychologiques sous-jacentes? En fait, si tu veux, il y a. Alors, tu as utilisé le mot psychologie. Je vais le préciser pour dire que nous, on ne fait pas de psychologie en tant que telle, si ce n'est que on fait de la psychologie si on considère que la psychologie, c'est la psyché, c'est-à-dire ce qu'on a dans sa tête. Donc, un schéma de pensée, un schéma de croyance. Et à partir de là, on va effectivement travailler sur tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui trotte dans sa tête. Donc, le schéma de pensée, c'est qu'à un moment donné, ils cherchent, en fait, ils ont une image d'eux qui se dégrade, et ils cherchent, dans ce cas-là, à projeter quelque part une image, une partie d'eux, qui ne leur correspond plus vraiment, quelque part. Il y a l'image qui se font d'eux-mêmes, il y a l'image qui se font de la fonction, d'un côté, et puis il y a ce qu'ils réalisent. Donc, ils se font l'image d'une personne solide, confiante, qui contrôle, qui maîtrise. En tant que dirigeant, en tant que manager, ils se disent « je dois être exemplaire ». Donc, il y a des croyances qui se mettent en place, qui se sont mises en place. On ne doit pas bugger. Je dois montrer, effectivement, on m'attend au tournant. Je dois montrer que je suis le meilleur. Je dois montrer que je suis à la hauteur de la situation. Et à partir de là, ils se mettent à avoir plein d'interférences autour de ça. Et si je me loupe? Et si j'y arrive pas? Et si on voit ma peur, et si on entend ma voix qui tremble, et si on entend, si on voit mon stress, si on me voit transpirer, si on me voit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc tu vas avoir en fait, par rapport à ce que tu évoquais dans ta question, c'est cette notion d'interférence, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une équation que j'utilise souvent, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui est une équation qui est la suivante, c'est que tes performances est égal à ton potentiel moins tes interférences. Interférences étant tout ce qu'il y a dans ta tête à un moment donné et qui font que tu vas dégrader mécaniquement tes performances. Non pas parce que tu n'es pas bon, parce qu'à un moment donné, tu as des pensées parasites. Et ces pensées parasites, elles te phagocytent complètement, si tu veux, ta lucidité et tout ce que tu dois dire. Est-ce qu'il y a plusieurs prises de parole? On pense effectivement à la prise de parole devant un grand nombre ou devant un board. Mais est-ce que finalement, la prise de parole, elle ne commence pas quand tu es manager ou CEO ou dirigeant et que tu dis bonjour, et tu prends des nouvelles de la personne qui arrive la première au bureau? Est-ce qu'il y a une prise de parole en groupe, mais aussi une prise de parole en one-to-one, comme on fait là? Est-ce que tu peux nous détailler ces différentes prises de parole et comment tu les abordes? C'est effectivement une bonne question parce qu'on a parfois cette notion de prise de parole en public, la phrase type, prise de parole en public, égale souvent connectée à l'orateur, tu sais, pupitre, micro, lumière, avec une foule devant. Bon. C'est beaucoup plus que ça, effectivement. Du lundi au vendredi, tu n'as pas ces situations tous les jours. Enfin, c'est peut-être, selon les situations, peut-être 2-3% de tes prises de parole, c'est ça. Donc, prendre la parole, c'est s'exprimer avec une idée et des cordes vocales. Dès l'instant que tu as des cordes vocales et un son qui sort, tu prends la parole. Donc, on n'est pas forcément dans des situations comme on peut rencontrer là dans un studio. Non, c'est autour de la machine à café, mais ça peut être aussi dans un one-to-one, avec des investisseurs, même 2-3 investisseurs devant que tu dois convaincre. C'est dans un tour de table. Alors, je zoome sur le tour de table parce que le tour de table, c'est une épreuve pour beaucoup de personnes et des dirigeants, des managers qui sont capés, qui ont 20 ans d'expérience professionnelle. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment une problématique du tour de table où tu dois à un moment donné, tu vois comment ça se passe, c'est un peu comme un compte à rebours. C'est-à-dire que tu vas avoir 10, 9, 8, 7, 6, 5, tu vas presque compter et tu vas en fait te retrouver avec 50 paires d'yeux braqués sur toi. Donc le tour de table, c'est une vraie épreuve universelle, quelles que soient les cultures, les nationalités, le tour de table est une vraie épreuve. Donc tu vois, quelque part, il y a une vraie diversité, tu as raison, sur prise de parole. C'est avec mon équipe, c'est avec ma hiérarchie, avec des investisseurs, avec des inconnus, avec des experts face à moi. Et je peux rencontrer effectivement des difficultés dans une situation et pas dans l'autre. Tu vois. Donc ça, c'est important, cette notion d'interférence qu'on évoquait tout à l'heure. Ces fameuses interférences, ces pensées parasites, elles s'activent dans des situations et pas dans l'autre. Tu vois, je vais te citer un exemple. Souvent, d'ailleurs,
ils sont à l'aise avec leur équipe. Parce qu'ils ont intérieurement une posture intérieure de légitimité, ils se sentent légitimes, ils n'ont rien à prouver face à leur équipe. Et je cite souvent le truc, je suis salle 102 le lundi matin avec mon équipe, tout se passe bien, je me sens à mon aise, donc tout va bien. Hop, à 10h, il y a le codir, avec une table en U qui peut me stresser. Toi, la configuration de la salle peut changer et peut te stresser plus dans certains cas. Et puis, c'est un staff élargi, j'ai un expert, je dois prendre la parole, j'ai un tour de table. Le gars super confiant avec son équipe avant, il se retrouve en fait comme un gamin de 10 ans parce que derrière, l'extérieur a changé, parce qu'à un moment donné, il a l'impression, je dis souvent, il était lion avant, il passe de lion à chaton, quoi. Tu vois. Donc, il y a plein de multiplicité, il y a vraiment une quantité, une diversité. Et moi, je leur dis, vous savez prendre la parole, ce n'est pas un sujet. Sauf, dans certaines situations, il y a une difficulté. Est-ce qu'il y a, tu leur conseilles un travail de préparation? Moi, je vois souvent des gens qui me disent, alors tu le sais, je fais du podcast, mais je fais aussi de la vidéo. Je connais mon sujet, il n'y a pas de problème. Et en réalité, il y a un manque de préparation. Et ce manque de préparation va vraiment entacher la performance et la qualité de la prise de parole. Je vois ça beaucoup dans les pays latins, en France notamment. Là où quand je travaille avec des anglo-saxons, tu vois qu'ils ont vraiment préparé, chiadé leur prise de parole. Et que c'est un moyen pour eux de se sentir un peu en sécurité et puis de se rattraper à des slides ou un programme. Comment toi, tu travailles sur cette préparation? Alors, la notion de préparation, pour moi, il y a 2 volets. Il y a la préparation du contenu et ce que j'appelle la préparation du contenant. Le contenu, c'est la matière, ça fait partie de ta compétence métier, tu as une présentation, tu as des slides. Mais à un moment donné, on est parfois atteint du syndrome en mode, oui, mais plus je vais me préparer, mieux je vais me préparer, mieux ça va se passer. En fait, c'est un leurre. C'est un leurre et c'est symptomatique à un moment donné quand tu vois une personne qui surprépare, qui passe des nuits à préparer sur un sujet qu'il maîtrise globalement, c'est que ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt quelque part. Donc, nous, on considère qu'il y a une préparation. À un moment donné, tu as la préparation de la maîtrise de ton sujet. Parfois, d'ailleurs, tu n'as pas le temps de préparer. On te dit, dans 1 heure, tu vas prendre la parole. Tu as un codir, un dirigeant, il n'a pas toute la nuit. Donc, c'est savoir s'arrêter en mode, c'est suffisant. Ça, c'est déjà compliqué. Et je vais passer à un autre type de préparation du contenant. Le contenant, c'est ce que j'ai là-dedans, quelque part. Je m'arrête sur le contenu et je vais commencer en fait à me poser des questions pour considérer que j'ai le bon rôle, j'ai les bonnes croyances, j'ai les bonnes perceptions. Donc on a en fait nous on a une checklist complète de préparation dans lequel il y a toutes les questions qu'on doit se poser pour avoir le mental, le mindset, on va l'appeler comme ça, adapté pour ta prise de parole. Donc on va aller, pour le coup, on va explorer tous les leviers de notre mécanisme. On va travailler sur des questions sur les perceptions, des questions sur tes croyances, des questions sur tes priorités, sur ton identité. Donc tout ce schéma intérieur, on va le balayer au travers de questions, de checklists qui vont te permettre de t'évaluer en mode, OK, mon contenu, c'est de côté, il est fait. Est-ce que je suis suffisamment préparé pour affronter justement mon auditoire demain dans mon codir, sur la façon dont moi je vais me sentir, sur le rôle que je vais incarner, sur la façon dont je vais percevoir ma hiérarchie demain, sur les croyances, est-ce qu'elles sont adaptées. Voilà, tu vois, vraiment sur cette partie schéma de pensée. Alors, c'est intéressant et en même temps, est-ce qu'une des clés, ça ne serait pas d'accepter aussi que ça peut être stressant, challengeant et voir qu'il y a un peu je ne vais pas dire de souffrance, mais de difficulté. Oui. Ça fait partie de l'exercice. Enfin, quand un alpiniste, tu m'avais cité cet exemple une fois, prend le chemin de la montagne, il sait qu'il va avoir froid, qu'il va en chier en quelque sorte. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du parcours de tes clients de se dire, bon ok, je vais ressentir un stress, c'est normal, mais je ne vais pas en souffrir? Il y a une notion importante dans ce que tu évoques, effectivement, c'est cette notion de je transforme mon rapport à ma peur, à mon stress.
Et c'est justement ça, quelque part, ils comprennent, en fait, ils partent d'une situation, si tu veux, où ils ont très peur, ils stressent énormément, et ils considèrent qu'ils ne doivent pas vivre ça. Ils ne veulent pas vivre cette peur et surtout la montrer. Donc, dans ce cas-là, la nature humaine est faite ainsi, c'est-à-dire que quand tu veux fuir un état intérieur, d'une part, tu vis ton état encore 10 fois plus, mais surtout, tu as la notion de souffrance, c'est-à-dire de résistance psychologique. La différence entre la souffrance et la douleur, c'est que, quelque part, autant la douleur, elle est obligatoire, avec tous les degrés possibles, mais la souffrance, elle est optionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès l'instant que tu vis quelque chose et que tu ne veux pas vivre l'état, tu souffres. Tu vois, il y a un décalage qui se fait entre les deux. Donc, par rapport à ta question, nous, en fait, on leur apprend à vivre, à accepter de vivre un état inconfortable, douloureux. Et l'analogie de la montagne, je l'utilise souvent, effectivement, c'est cette notion de si je grimpe l'Everest, l'alpiniste, est-ce qu'il se dit dans sa tête, ah oui, mais moi je grimpe l'Everest, mais je ne veux pas avoir froid, je ne veux pas avoir froid aux mains, je veux être très confortable. Non. Et pourquoi tu es capable, à un moment donné, d'accepter une certaine forme de douleur, d'inconfort, dans la montagne ou dans ta prise de parole, c'est que tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, là, on revient toujours à la notion de source d'inspiration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que tu es capable, tu as envie d'aller. Tu as envie d'aller en haut de la montagne. Et est-ce que finalement, le fait d'accepter cette douleur fait progresser tes élèves et tes clients ? Oui, parce que ça les sort en fait de la souffrance. Voilà. Donc, ils comprennent que finalement, le stress, la peur, elle est incontournable. Mais ça va être énorme la différence dans le ressenti. C'est-à-dire qu'ils vont finalement accepter le fait d'avoir peur et ils vont accepter le fait que dans leurs conditions de dirigeants et de managers, ils peuvent avoir peur, ils ont le droit d'avoir peur et que ça n'entache pas quelque part leur crédibilité. Donc là, on revient un peu sur la vision et le rapport que tu as avec toi-même. Parce que personne ne leur a dit. Après, on pourrait aller fouiller dans l'enfance, dans l'éducation, que avoir peur, c'est pour les faibles, etc. Donc, on peut aller chercher des choses un peu plus loin. Ce n'est pas notre rôle, on ne fait pas de la psychologie. Mais, en tout cas, le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes, c'est qu'ils se disent « avoir peur, c'est mal, je ne dois pas avoir peur ». Là, ils se disent « j'ai le droit d'avoir peur, je m'autorise à avoir peur ». Et à partir de là, tu vis complètement différemment ta prise de parole, en fait. La sérénité, le plaisir, ils apprennent finalement, ils considèrent, en fait, ils apprennent à vivre une situation où, tiens, je peux prendre du plaisir et en même temps ressentir une certaine forme de trac et de stress. Ouais. Et ça change tout, en fait, quelque part. Tu dis, mais c'est compatible, en fait. Je ressens de la peur dans ce que tu décris et on était parti du plaisir. Ouais. Comment tu vas de l'un à l'autre et comment tu travailles avec tes clients pour qu'ils oublient la peur et qu'ils passent du plaisir, de la peur au plaisir, pardon. Tu as prononcé 2 mots super importants. Il faut, je dois. C'est ce qu'ils se disent. Il faut que je sois bon, il faut que je maîtrise ma situation, il faut que je montre que je suis exemplaire, je dois y arriver, etc. Quand tu prononces « il faut, je dois », ça veut dire que tu es connecté non pas à tes... Nous, on a cette notion très importante de valeur, de priorité intrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour eux. Et quand tu commences à « il faut que je sois bon », ça veut dire que tu n'es pas connecté à tes priorités hautes, tu es connecté à tes priorités basses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie, de motivation à l'extérieur pour te motiver. Tu n'es pas connecté à ta source d'inspiration. Et par rapport à ta question, comment est-ce qu'on les mène d'une situation où ils sont mal, où ils souffrent, parce qu'ils sont vraiment en souffrance, ils ne sont pas bien, jusqu'à une situation de plaisir, c'est que le premier levier, c'est justement de pouvoir se reconnecter à ton pourquoi. Plus ton pourquoi est fort, plus ton comment est facile. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, tu dois, et c'est valable d'ailleurs pas que dans la prise de parole, c'est valable dans tous les domaines de haute performance. Si tu veux, dès l'instant que tu veux performer, prise de parole compris pour un manager, pour un dirigeant, tu dois être en mesure de te connecter à ta source d'inspiration. Tu dois être en capacité à un moment donné de savoir pourquoi tu le fais. C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, si je pose la question est-ce que tu as envie de le faire ? S'il me répond moyen, je suis à 2-3 sur 10, on va travailler justement pour faire augmenter ce niveau-là, pour qu'ils aient envie de le faire, pour qu'ils voient de l'intérêt, pour qu'ils voient du sens. Ce qui suppose en fait un travail sur ses valeurs,
la notion de valeur, elle est très connotée. On confond, d'ailleurs, j'en profite pour en parler, c'est très important. On pense que la liberté, la gratitude sont des valeurs. Non, ce sont des idéaux, ce ne sont pas des valeurs. Donc nous, on a une façon d'appréhender la notion de valeur. J'appelle plus ça priorité d'ailleurs que valeur. D'accord. Et c'est comment j'arrive à me reconnecter à ce qui fait du sens pour moi. Parce que si tu veux être inspirant, parce qu'ils me disent tous, oui, mais Jérôme, je veux être inspirant dans mes prises de parole. Je dis, OK. Mais être inspirant, c'est une conséquence. Mais si tu te connectes là-dessus uniquement sur la pensée, je veux être inspirant, tu vas en fait quelque part te désaligner de toi-même. Si tu veux être inspirant, tu dois d'abord être inspiré. Et si tu veux être inspiré, c'est logique d'ailleurs tout ce que j'évoque, mais tu vois, c'est à un moment donné, si tu veux être inspiré, ça veut dire que tu dois te reconnecter à ce qui fait du sens pour toi. Il y a une notion de flow un petit peu, c'est-à-dire qu'au finalement, tu prends la parole et tu donnes ce qui t'anime. C'est là où effectivement tu deviens inspirant parce que tu es inspiré. C'est ça que tu recherches. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a cette notion de facilité, de fluidité. Il y a plusieurs éléments, on va les évoquer, qui permettent justement de retrouver ce flow que tu évoques, c'est-à-dire que connaissent les sportifs. C'est-à-dire à un moment donné, c'est cet alignement entre qui je suis, ce que je fais et ce que j'ai. Et dès l'instant qu'il y a cet alignement-là, ta performance, elle est facile et elle est fluide. Et là, tu commences quelque part à rentrer dans le domaine du plaisir, mais pas dans la jubilation, de la satisfaction quelque part, de la gratitude de « ouais, je suis à ma place, je suis à ma vraie place, je joue mon rôle et je suis bien ». Comment tu mesures les résultats chez tes clients et comment... Quand sais-tu que c'est bon, c'est-à-dire qu'il a switché de la peur au plaisir? Ouais. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est très importante, qui consiste déjà à ne plus fuir une prise de parole. Parce qu'ils sont dans l'évitement de ce qu'ils peuvent éviter. Déjà, et ça c'est ce qui se passe dans les premières semaines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que finalement la prise de parole, elle n'est pas contre toi, elle est pour toi, pour apprendre à mieux te connaître quelque part. Tu vas en fait transformer le reptilien qui te dit je veux fuir et puis je veux pas de ce truc-là, le cerveau de la survie, quoi. Plutôt, en fait, ok, c'est challengeant, c'est un peu douloureux, c'est quand même prendre la parole devant 10 personnes, c'est compliqué. Mais ça va m'apprendre vachement de choses sur moi, en fait, quelque part. C'est une opportunité de grandir et de progresser. Donc, tu passes, en fait, du mode « je fuis » à un mode « en fait, je vais me confronter et ça va me permettre d'en connaître un peu plus sur moi ». Et justement, le cercle vertueux, c'est quand ils commencent à se mettre dans cet état-là dans les premières semaines, de pouvoir à nouveau se confronter. Et quelque part, ils arrivent avec plein de données, plein de data. Et la donnée et la data, on va leur apprendre à décoder tout ça. Et justement, dans notre académie, le but, c'est qu'ils apprennent eux-mêmes à pouvoir comprendre ce qui se passe, à pouvoir décoder tout ce qui se passe. Tu vois, et de se rendre compte que la prise de parole, c'est une opportunité de se connaître, de grandir et de progresser. Donc ça, toi, par rapport à ta question, c'est déjà le premier step, c'est-à-dire j'affronte. Après, nous, on a au maximum outillé justement l'évaluation de cette progression. Alors, ce n'est pas des KPI financiers, évidemment, comme tu l'as deviné, mais derrière tout ça, c'est comment j'arrive quand même à mesurer que j'arrive à progresser. Donc, on leur propose, par exemple, de s'évaluer, de s'auto-évaluer toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils ont un basique fichier Excel dans lequel il y a quelques questions très précises qu'on leur invite à se poser. Voilà, fin de semaine, on leur dit levez-vous, levez la tête de votre guidon, prenez 5 minutes et essayez un petit peu de prendre du recul sur la façon dont vous avez vécu vos prises de parole pendant la semaine. Tu vois. Et à partir de là, ils vont pouvoir, avec un graphique quelque part, avec des questions très ciblées, voir un petit peu comment ils progressent. Tu vois. Bon, ça, c'est une seconde chose pour insister sur l'aspect outillage. Mais il y a aussi il y a tout l'aspect ressenti et il y a un indicateur de résultat qui est qu'à un moment donné, la prise de parole, ils sont capables de la vivre avec de la sérénité, du plaisir. Ils arrivent maintenant à affronter n'importe quelle prise de parole et puis à ne plus en souffrir quelque part. Est-ce que tu peux nous citer quelques
type d'atelier que tu fais, ces simulations dont tu parles, ces entraînements, et qui permettent justement de réintégrer sa propre autorité et de passer d'un stress au plaisir de parler. C'est important, effectivement, dans ces ateliers, de bien considérer que nous, on travaille sur différents leviers. J'en ai cité un, effectivement, travailler sur ses priorités. J'aurais juste aussi complété dans ces ateliers, on travaille aussi sur 2 autres leviers qui sont super importants. Pour retrouver de la sérénité et du plaisir quand tu prends la parole, OK, il faut te connecter à ta source d'inspiration, il faut te connecter à ton pourquoi, on en a parlé. Il y a une deuxième chose aussi qui est super importante, c'est être en capacité aussi de te détacher émotionnellement du résultat. Tu vois ? Parce que, un peu comme un sportif, si tu veux, qui va se mettre une pression énorme par rapport à des enjeux, si tu veux en fait performer sans te bouffer ton énergie et être médaille d'or quelque part, si les JO, ça tombe bien, le but, c'est que tu puisses à un moment donné te détacher du résultat. Alors pour ça, on a des leviers, on travaille sur ta capacité à percevoir différemment les choses. C'est-à-dire sortir de l'illusion du gain et de la perte en mode je dois gagner parce que c'est bien et je dois pas perdre parce que c'est mal. Donc tu vois, on leur apprend aussi à complètement se détacher de l'enjeu court terme pour se placer dans une perspective long terme. Donc tu vois, se détacher du résultat. Dans les ateliers en question, dans les différentes séances qu'on fait, il y a une troisième chose qu'on fait, c'est aussi de te détacher du regard des autres. Tu vois. Et le jugement est extrêmement présent. Sentiment, alors je précise bien là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'est la perception que les autres te jugent. Parce que c'est justement les faire passer de les autres me jugent, avec cette affirmation, non, les autres me jugent, en fait, je prends conscience que ça n'est qu'une perception. Et comment tu passes de les autres me jugent à je ne vois plus, je n'entends plus, je ne perçois plus les autres me juger, c'est parce que en fait, tu travailles sur ton auto-jugement. Tu as la perception que les autres te jugent parce que toi, tu te juges toi-même. Donc, tu vois, on va travailler sur ce levier qui est beaucoup plus dans l'identité, quelque part. Donc, on va travailler sur cette notion de et si je m'autorisais quelque part à être un peu plus complet, c'est-à-dire à m'autoriser peut-être à être un dirigeant, un manager un peu plus hésitant, un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, qui contrôle moins. Le but, c'est pas de prendre une pancarte en mode j'ai peur et tout va bien. Non, c'est de s'autoriser finalement à être finalement vulnérable, à ne pas savoir, à hésiter. Et ça fait partie de toi. Moi, je dis toujours, il y a le Jérôme qui est super confiant et le Jérôme qui n'est pas confiant du tout. Oui, c'est un parcours que tu as fait toi-même. Donc oui, c'est un parcours que j'ai fait, effectivement, puisque moi, je suis passé par tous ces stades aussi. Ingénieur de formation, manager ensuite, et à partir de là, ce parcours, ce qu'on fait pour nos clients maintenant dans l'académie des authentiques, ça passe par justement, je pense que j'ai eu besoin de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir servir au mieux mes clients maintenant. C'est-à-dire que j'ai été confronté, pareil, moi, à cette peur du regard des autres, j'ai été confronté à cette pression du résultat, j'ai été confronté vraiment à ce pic de stress à un moment de démarrer, à ces nuits blanches, à ces insomnies avant de démarrer une prise de parole, à des week-ends gâchés. J'ai été confronté à des vacances gâchées parce que j'avais un tour de table prévu avec un enjeu terrible dans un staff élargi une semaine après. Donc les vacances gâchées, les week-ends gâchés, les nuits gâchées. Ça, tu connais. Je connais. Et quand j'entends... quand je les entends, quand ils viennent me voir en mode moi je suis en train de vivre ça, forcément j'ai une projection de moi-même par rapport à eux ce qu'ils vivent et moi ce que j'ai vécu. Donc à partir de là, oui, j'ai cheminé. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu problématique parce que tu as ce que tu vis intérieurement et puis c'est pas forcément perçu. Tu vois, Denis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux très bien avoir une personne qui est hyper en souffrance et on lui dit mais t'as pas de problème en fait. Je vois dans tout ce que tu me donnes qu'il y a chez toi une envie de transmettre, une envie de donner, donc d'avoir un impact. C'est pour ça que tu es devenu entrepreneur, j'imagine. Alors j'ai aussi compris que tu n'as pas été entrepreneur toute ta vie. Non, effectivement,
J'étais salarié pendant une vingtaine d'années avec toujours derrière, en arrière-plan, ce besoin de me mettre à mon compte. Mais oui, mais pourquoi et sur quel sujet, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une conjonction vraiment de facteurs entre d'un côté cette envie d'impacter, cette envie de transmettre, de transformer le monde, je vais le dire comme ça, et puis sur un sujet qui pour moi me tenait à cœur, c'est-à-dire prendre la parole, parce que j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerné par ça. Donc je me suis dit, finalement, si je veux impacter le monde, c'est pas en restant salarié que je vais pouvoir le faire, c'est en créant mon entreprise, c'est en ayant une équipe avec moi capable d'accompagner. Et moi, quand je me lève le matin, si tu veux, je me dis, mais j'ai vachement de chance, quoi. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de chance comme ça de pouvoir transformer la vie de nos clients et puis de les mener d'un point A à un point B. Et l'entrepreneuriat, pour ça, est un outil magnifique. Ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen, quelque part, de transformer la vie des gens. Est-ce que tu as des mentors dans le monde de l'entreprise? Est-ce que tu as des origines familiales qui expliquent que tu as eu aussi envie de créer ton business? Oui, effectivement. Dans ma famille, mon père était entrepreneur, mon grand-père aussi, mon frère aussi. Donc, j'ai été quelque part baigné dans cet environnement-là. Il y a derrière tout ça, moi, je suis très... je fais du sport. La notion de dépassement de soi, quand je cite souvent la métaphore de l'alpiniste qui grimpe sa montagne versus le manager qui va prendre la parole, c'est pas si éloigné quelque part. Il y a la notion de dépassement de soi, il y a la notion de résilience qui, pour moi, en fait, on est sur cette terre, sur cette planète, là, si je prends un peu de recul, pour grandir, pour évoluer. Et quelque part, toutes les situations compliquées qu'on vit sont à notre service et pas contre nous, quelque part. Et moi, à titre personnel, lorsque j'ai compris ça, lorsque j'ai intégré ça, je m'estime encore dans ce cheminement. C'est ça qui m'a permis, en fait, de reprendre le contrôle sur ma vie, en fait, et sur mes prises de parole. J'ai entendu aussi dans ton discours le mot académie. Est-ce que tu peux développer? Oui, derrière le mot académie, il y a l'académie des authentiques. Alors, le mot authentique, j'y reviendrai parce qu'il y a... j'en parle maintenant, ce qui est important, parce que la notion d'authentique, il y a la notion d'authenticité, et c'est un terme qui est parfois un petit peu galvaudé, authentique au sens dev perso, c'est être soi-même, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Moi, j'aime bien me référer à l'étymologie. Authentique, ça vient du grec authentikos, ça veut dire connecté à sa propre autorité. Donc, les dirigeants, les managers que nous accompagnons, justement, ont perdu leur autorité, ils la mettent à l'extérieur. Donc, le but, derrière ça, c'est d'avoir des personnes qui soient capables, dans cette académie, dans cette communauté, de retrouver l'autorité qu'ils ont perdue, quelque part. Et de retrouver la main sur leur activité professionnelle, qu'ils ne subissent plus les événements. Donc, c'est pour ça que cette communauté, elle est là pour réunir des managers, des dirigeants d'entreprise, avec des profils similaires. Ils vivent tous la même chose. Ils sont tous différents, ils ont un historique différent, mais en fait, ils vivent les mêmes choses. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces pensées, ces interférences que j'évoquais tout à l'heure, quel que soit effectivement le parcours personnel, tu vas retrouver en fait exactement la même chose. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Comment vit cette communauté, l'Académie des Authentiques? Est-ce qu'ils se réunissent physiquement? Il y a des contacts individuels en fonction de leurs acquaintances? Comment ça fonctionne? Eh bien, on se voit à la fois à distance, on se voit en présentiel, dans notre parcours de transformation qui dure 4 à 6 mois. Toutes les semaines, on se réunit, il y a des réunions Zoom. Tous les mois, on se retrouve à Paris pour justement travailler. On fait de l'entraînement quelque part, parce que dans notre accompagnement, dans notre académie, on part du principe que oui, il y a un aspect coaching présent, mais il y a aussi un aspect entraînement. Parce que qui dit prise de parole, à un moment donné, tu ne peux pas considérer la prise de parole indépendamment d'un entraînement pour justement faire en sorte de résoudre et d'avancer. Donc voilà, toute cette communauté se retrouve tous les mois à distance. Il y a vraiment des liens très forts qui se créent. Tu vois, c'est un peu comme les motards qui se font des appels de phare ou les camions sur autoroute. Tu vois, il y a une communauté. Et quand tu vis, en fait, quand on réunit des personnes qui sont avant très isolées, parce que tu es très isolé quand tu es à un certain niveau de responsabilité, tu te retrouves parmi une communauté de personnes qui vit la même chose.
ça rapproche vachement en fait. Il y a vraiment une communauté qui se crée. On garde des liens bien après aussi. Le but, c'est justement tu vois, derrière cette notion d'académie des authentiques, il y a la notion de sortir de la solitude de sa fonction des personnes, pour qui aussi la prise de parole est un sujet tabou. Quand tu arrives à un certain niveau de responsabilité, c'est hyper tabou de prendre la parole, c'est compliqué. Et donc là, le but, c'est de créer une communauté. Et puis, ça fait du bien, en fait, de se sentir entouré et puis de pouvoir comme ça transmettre. Et puis, en plus, ça réseaute. Et puis, voilà, Et donc, ça fait partie intégrante de ton offre. C'est-à-dire Oui. qu'il y a l'accompagnement par toi et ton équipe, mais aussi ce lien qui se crée entre les membres de la communauté authentique. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde se réunit, tout le monde se retrouve. Et puis, à partir de là, nous, on a effectivement dans notre académie, il se transforme. En fait, je dis toujours, c'est un parcours individuel dans un cadre collectif. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste un cheminement personnel. Ça, c'est super important. C'est qu'à un moment donné, c'est toi avec toi-même. Mais tu ne peux pas considérer résoudre ton problème si tu n'es pas aussi face à des personnes autour. Parce que tout ce qui se passe autour de toi est un miroir de la façon dont toi, tu te perçois. L'effet miroir, justement, la loi du miroir est une des lois justement qui régit notre comportement. Donc le fait de les faire se confronter à des personnes autour d'eux va aussi faire ressurgir, si tu veux, toutes ces interférences que j'évoquais tout à l'heure. Et finalement, ils vont se rendre compte, au travers de ce partage, ils vont se dire, tu vois, je te cite l'exemple suivant, on a des personnes qui, dans nos journées d'immersion, se comparent, en fait. Et c'est un laboratoire, et ils se disent, ah ouais, là, je me suis comparé avec Jean-François parce que je le trouve super bon. En fait, il reproduit, si tu veux, au sein de cette académie, le schéma de pensée qu'ils ont en dehors. Et justement, c'est là où on va pouvoir travailler. Ah ouais, tiens, je me compare, ça va faire ressurgir ces pensées-là, et donc on va pouvoir, pour le coup, travailler dessus. Donc on les place quelque part dans un environnement qui est hyper safe, et on va travailler dans un environnement qui est safe, qui est bienveillant, mais qui va faire ressurgir, en fait, tous les blocages et toutes les problématiques qu'ils rencontrent à l'extérieur. Sauf que là, ils ne se mettent pas en danger, mais le cerveau ne voit pas les différences, en fait. Oui, c'est une question d'habitude d'entraînement, en fait. Oui, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on me dit, oui, mais Jérôme, là, ce n'est pas la vraie vie. Oui, mais le cerveau, lui, il ne sait pas, lui. OK, on travaille sur de la simulation, on travaille, mais n'empêche qu'à un moment donné, le cerveau, même s'il n'y a pas un enjeu en tant que tel, ils vont se mettre un enjeu comme s'ils étaient dans la vraie vie. Et c'est là où ils réintègrent en eux-mêmes leur autorité, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est cette notion qu'à un moment donné, parce qu'on va faire un travail sur leurs priorités, parce que justement on va travailler sur la façon dont ils se sentent, dont ils se comportent, avec toutes les pensées qu'ils ont en tête, ils vont en fait retrouver leur autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se sentir à leur place, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes, les situations et les circonstances qui les entourent. Comment accompagnes-tu tes clients ? Quel est le cadre, le contexte, les méthodes, la durée des accompagnements ? Il y a effectivement, ce sont des accompagnements qui durent entre 4 et 6 mois. Donc tout ça pour dire que ça reste un cheminement. Alors quand je dis cheminement, ça ne veut pas dire que c'est long, parce que 4 à 6 mois, quand ça fait 20 ans que tu vis ça, à un moment donné, c'est un pouillème de ton histoire, quelque part. Il y a quelque part aussi, parce qu'il faut quand même du temps pour arriver à une vraie transformation. Et d'ailleurs, moi, je fais la différence, je dis souvent, on ne propose pas de formation. Nous, ce n'est pas de la formation. C'est vrai que on dit, mais Jérôme, tu fais quoi alors ? Ok, nous, ce n'est pas une formation qu'on propose, c'est une transformation. La formation, c'est quand, tu sais, c'est les formats de 2 jours, 3 jours, en prise de parole, technique, etc., qui sont des bonnes formations dans l'absolu, ce n'est pas le sujet. Mais à un moment donné, tu sors de là, tu as fait tes 2 jours, ok, maintenant je fais quoi ? Une fois que j'ai ça, j'ai la tête bien remplie, je connais des choses, mais nous, notre conviction, c'est qu'on pense que les personnes qui rentrent dans notre académie n'ont pas besoin de se remplir plus la tête, ils ont plutôt besoin de s'alléger, tu vois. Ils se sentent lourds, ils ont l'énergie, mais au sens, leur énergie est bouffée à longueur de journée, ils ont
plutôt besoin de s'alléger plutôt justement que de s'alourdir avec une formation. Donc c'est une vraie transformation, c'est un cheminement. Je considère que je suis aussi moi encore dans ce cheminement par rapport à mon parcours. Donc on leur permet justement dans ces 4 à 6 mois de poser les bases et de se libérer justement de cette souffrance, de prendre de plaisir, de retrouver de la sérénité et d'apprendre en fait à se connaître eux-mêmes aussi. Tu vois, parce que c'est comme si on demandait à un pilote, parce que j'aime bien l'automobile au passage, à cette notion de tiens, tu vas faire un Paris-Marseille, je vais te filer une bagnole, on va te demander de conduire à 200 km/h, mais la personne ne connaît pas le code de la route et n'a pas son permis de conduire. Toi, c'est un peu pareil finalement avec une personne qui est dirigeante d'entreprise ou manager, c'est-à-dire qu'on lui demande d'être super performant, donc d'être à 200 km/h dans son poste, et à partir de là, il ne sait pas comment il fonctionne. Tu vois, c'est parce que tu vois, si je prends une pomme, je la fais tomber, elle se brise en deux. Tu vas me dire, mais oui, mais je sais pourquoi elle se brise en deux. C'est parce qu'il y a la gravitation, elle tombe. Bon. Mais si je prends la parole, si je me mets effectivement tout d'un coup à perdre mes moyens, si tout le monde me regarde, tu ne sais pas pourquoi il y a ça. Pourquoi tu vis ça? C'est parce que derrière, il y a aussi des lois qui régissent notre fonctionnement, notre comportement, et qu'on ne connaît pas, quelque part. On ne sait pas finalement toutes les lois qui régissent notre comportement. Donc il y a déjà, si tu veux, un travail dans ces 4 à 6 mois de comment je fais pour déjà comprendre ce qui se passe. Quand je prends la parole et quand tout d'un coup, j'ai une table en U, je suis avec mon équipe, tout se passe bien, et puis j'ai un inconnu qui arrive, un expert, et tout d'un coup, je me mets à perdre mes moyens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'environnement qui change me fait perdre mes moyens alors que j'étais super à l'aise 5 minutes avant? Tu vois, c'est tout ça qui se pose en fait. C'est ce travail-là. Alors tu dis beaucoup de nous. Tu travailles en équipe? Oui, on a effectivement. Alors j'ai commencé seul parce que j'ai créé l'entreprise en 2015, Jérôme Lacour conseil, et puis petit à petit, j'ai été accompagné d'une équipe. Le but, c'est justement d'accompagner des clients dans les meilleures conditions. Et dans ce cas-là, je considère que j'ai besoin d'une équipe, en fait. Justement, c'est une petite équipe. Le but, c'est qu'on puisse accompagner le mieux possible avec des parcours différents, des profils différents et qu'on puisse vraiment leur apporter la meilleure expérience possible. Est-ce que tu as des spécificités pour les commerciaux? Par exemple, moi, je suis commercial. Est-ce que la prise de parole dans un cadre de vente fait l'objet de formations que tu peux prodiguer? Alors oui, parce que là, il y a prendre la parole pour vendre. Un client, quand il achète, il a un peu du mal à avoir un commercial qui va être très très dur en vente, c'est-à-dire qu'il va le pousser à acheter, je veux dire. Donc, un commercial, effectivement, dont la prise de parole est un peu compliquée, qui a un petit peu du mal par rapport à ça, le but, c'est qu'il puisse incarner un commercial qui va comprendre les besoins. Donc, il ne va pas être dans le « je parle tout le temps », mais dans « je laisse mon client parler, je laisse mon client s'exprimer, je vais essayer de comprendre quel est son système de priorité, son système de valeurs. » Tu vois, ce que j'évoquais tout à l'heure, il va le mettre à sa disposition vis-à-vis de la personne en face. D'ailleurs, c'est valable dans les entreprises que j'évoquais tout à l'heure, c'est être en capacité de comprendre ce que veut l'autre en face, quelque part. Tu vois, d'être vraiment leader au sens propre du terme, c'est-à-dire comprendre ce que tu veux, comprendre quelles sont tes priorités. Et à partir de là, je vais avoir une personne en face qui va être beaucoup plus enclin à me suivre, en fait, à m'écouter, à m'entendre. Et ça, c'est valable. Voilà, ce que j'évoquais quand tu me posais la question sur qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Oui, c'est d'avoir justement une capacité à s'écouter, à s'entendre et avoir des vrais leaders qui ne sont pas des leaders en s'imposant, mais qui sont des vrais leaders quelque part en proposant, en écoutant et en laissant quelque part aussi ses équipes prendre le lead. Alors, tu as une actualité, c'est aussi pour ça que je suis venu dans ce podcast, c'est que tu publies un livre qui s'appelle Parler, par EZ. Comment t'es venu l'idée de ce livre? Est-ce que tu peux nous parler de son sous-titre et de son contenu? Ce livre, en fait, j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin, à un moment donné, de mettre sur papier
le but, c'est aussi de transmettre, quelque part. Donc, que chacun puisse s'approprier toute cette notion. Quand j'évoque la notion de sérénité et de plaisir, sans utiliser de technique, mais en se rapprochant un peu plus chaque jour de qui on est. Voilà, c'est transmettre ces concepts-là, transmettre ces valeurs. Donc voilà, c'était un besoin personnel quelque part d'écrire, parce que j'aime bien écrire et j'en avais besoin. Et puis derrière, un besoin, un devoir de transmission de tout ce qu'on a évoqué là ensemble. Donc le titre de ce livre, c'est Parler. Tu peux nous parler un petit peu de sa promesse qui est contenue dans son sous-titre. Oui, le sous-titre, c'est comment désarmer son stress et exprimer son plein leadership. Ça évoque ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quelque part, j'ai un stress, je ne sais pas du tout comment m'en défaire, et surtout, je vais apprendre à le transformer, à le désarmer quelque part, en considérant qu'il doit être là et que ce n'est pas un problème et que finalement, je peux vivre et que je dois vivre avec. Et derrière tout ça, il y a vraiment la notion de « Ok, je désarme mon stress », je le perçois autrement et ça va me permettre justement d'exprimer mon plein leadership. Derrière la notion de leadership, c'est vraiment la notion de je vais être impactant, je vais être inspirant parce que moi-même, je suis connecté à ce qui est important pour moi. Moi-même, je me sens inspiré en fait dans l'exercice de ma fonction. J'incarne vraiment. Tu vois, il y a la finalité de ce livre, c'est aussi de comprendre qu'à un moment donné, il y a la fonction que j'occupe et il y a l'identité que j'ai moi qui m'est propre, tu vois. Et une fonction peut être occupée par 25 personnes, pour autant qu'il y ait des compétences. Mais on peut dire, voilà, moi j'ai une façon unique d'incarner cette fonction. Donc quelque part, c'est d'avoir cette fusion, cette incarnation de la fonction professionnelle et puis derrière l'identité que je me suis forgée. Alors comment as-tu écrit ce livre? Est-ce que tu l'as écrit d'un bloc? Est-ce que tu t'es organisé le matin, le soir? Quelle a été ta technique d'écriture? C'est toute une histoire. J'ai commencé en fait à écrire ce livre, pour être précis, en mars 2023. Donc il m'a fallu un petit peu de temps. J'avais déjà écrit un ouvrage avant, il y a quelques temps déjà, mais sur la prise de parole, c'est vraiment le premier du genre. Et derrière tout ça, oui, c'est un cheminement aussi, parce qu'au départ, voilà, tu mets presque tout d'un bloc, puis après tu structures, il y a une grosse phase de relecture. Et donc voilà, c'est un cheminement avec des choses. J'ai pris mon temps, en fait. J'ai voulu prendre mon temps. J'ai voulu prendre mon temps et pour justement, derrière, et le plus dur, c'est de se dire, OK, maintenant, c'est bon, je fige, j'arrête. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, quoi. Parce que j'aurais pu aussi continuer. Mais voilà, savoir s'arrêter à un moment donné, je dis stop, je structure et là, il est prêt. Et est-ce qu'il y a des exercices pratiques dans ce livre? Est-ce que tu donnes des conseils? Et est-ce que ça peut suffire, pour ton visionnage, j'espère que non, mais est-ce que ça peut suffire à entrer dans un travail sur soi-même pour s'améliorer en prise de parole? Oui, le but, c'est qu'en lisant ce livre, il y ait des prises de conscience. Une transformation passe par des prises de conscience. Donc, dès l'instant que, pour moi, je considère que ma mission vis-à-vis de ce livre, c'est qu'une personne qui va lire ce livre va avoir de la clarté sur là où elle en est, là où elle peut aller, et avoir de la clarté sur la façon dont elle fonctionne. Et je donne beaucoup de clés pour retrouver quelque part, entre guillemets, le pouvoir sur soi-même, quoi. Ne plus subir les événements et comprendre finalement ce qui m'arrive. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une très grosse frustration, c'est que je prends la parole, je perds mes moyens, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc là, c'est comprendre pourquoi on perd ses moyens derrière, et derrière les clés pour justement reprendre le contrôle sur ses prises de parole et puis avoir de la sérénité et du plaisir. Alors, dernier épisode de ce podcast, ce que j'appelle le questionnaire de Proust, je vais te demander quelle couleur tu serais si tu étais une couleur. Le bleu. Le bleu, alors... C'est une couleur. Est-ce un lien avec le nautisme et la mer peut-être? En tout cas, quoique la mer peut être verte aussi ou grise, mais de temps en temps. Dans l'imaginaire, elle est bleue. Dans l'imaginaire, elle est bleue, ou le ciel est bleu aussi parfois. Le bleu. Et puis il y a un lien dans le bleu en fait est aussi le symbole de la voix, en fait, de l'expression. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours eu
cette attirance pour le bleu, mais tu vois, c'est bien plus tard que j'ai découvert qu'il y avait ce lien entre la voix, la parole, et puis cette couleur. D'accord. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Alors, dans mes passions, je ne peux pas toutes les citer, mais j'aime bien l'aviation. Et dans les auteurs, il y a Saint-Exupéry. Et le livre, c'est Terre des Hommes. Ça fait partie des livres qui m'ont vraiment accroché, qui m'ont passionné. Euh, c'est Là aussi, on parlait de résilience, on parlait de tutoyer les limites, tutoyer la mort pour eux, parce qu'on parle de l'aéropostale, on parle de tous ces aviateurs, Guillaumet, André Prévost, son navigateur, etc. Donc, c'est un ouvrage qui relate en particulier son crash en Libye, dans le Sahara du Libye, et dans le désert du Libye, de Libye. Et puis, ils ont frôlé la mort, ils avaient plus de quoi boire, plus de quoi manger, ils ont été récupérés. Et donc, ces personnes qui étaient passionnées ont tutoyé jusqu'à vraiment la mort. Et heureusement, ils ont pu échapper. Et c'est ça qui me passionne aussi, justement. Et puis, il y a aussi ce rapport de l'homme et son environnement avec Syntex. Ouais, c'est assez passionnant, en fait, quelque part. Je pense à Syntex, je pense à Guillaumet. Avec son crash dans la Cordillère des Andes. Enfin, voilà, tous ces hommes en fait qui en fait étaient oubliés complètement le risque et puis étaient juste passionnés, avaient une source d'inspiration qui était juste immense, quoi. Guillaumet, quand il a réchappé à ce crash dans les Andes, il racontait qu'il avait un why très fort, qu'il voulait revoir les siens, et je me souviens de ce mot qu'il a dit, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. C'est incroyable quand il décrit que finalement il arrive, il est dans la neige, il se dit oui, mais si je suis dans la neige, on va jamais retrouver mon corps et ma famille pourra jamais toucher une assurance. Alors je vais aller jusqu'au bloc un peu plus loin. Il va jusqu'au bloc. Allez, je suis debout, je continue. Et puis petit à petit comme ça en fait, quelque part, c'est inspirant, c'est incroyable. Ouais, ok. Si tu étais une marque, pour venir des choses plus triviales, quelle marque serais-tu? Voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport avec l'automobile, la course automobile, Porsche. J'aime bien le côté performance facile de ce genre de véhicule. Je l'ai conduit sur circuit uniquement. Je ne possède pas de Porsche, mais en tout cas, sur circuit, je conduis des Porsche. Et c'est le côté, je peux aller très vite sans forcer. Et la notion de fluidité derrière. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien dans la prise de parole et de la performance en général d'un grand sportif. C'est-à-dire qu'un sportif, quand tu vois un sportif qui performe, tu as l'impression que c'est fluide et c'est facile. Tu vois, il y a cette... et dans la prise de parole, c'est pareil. Quand un manager, un dirigeant prend la parole et qu'il est dans cette fluidité, dans l'énergie à minima et dans la performance fluide et facile, ça veut dire qu'il y a cet alignement entre ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a. Et l'objet automobile avec la marque Porsche que tu évoques là, ça active pour moi cette notion de fluidité et de performance tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est une très 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 belle marque qui d'ailleurs a failli disparaître. Oui. Et qui aujourd'hui renaît, exactement. Qui a renaît de ses cendres. Renaît de ses cendres. Ouais. Ok, si tu étais un scientifique, qui serais-tu? Edison, Thomas Edison, avec l'inventeur de l'ampoule à incandescence, avec la fameuse phrase j'ai pas échoué j'ai fait 10 000 tentatives, j'ai pas échoué. Non, j'ai juste trouvé 10 000 façons différentes de créer une ampoule. En gros, c'est ça. Et il y a cette notion de rapport à l'échec, quelque part. Parce que s'il avait considéré que échouer c'est mal et il voulait que réussir, il se serait arrêté, il aurait pas réussi 3 fois et puis il n'aurait pas pu être l'inventeur. Donc, tu comprends que ça me parle par rapport à tout ce qu'on a évoqué, parce que derrière tout ça, il y a Guillaumet, pareil, tu vois, Guillaumet qui ne s'arrête pas, qui considère que non, on va au bout des choses. Donc on est toujours dans cette notion de dépassement de soi et de considérer qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de succès, il y a simplement des résultats qui ne sont pas prévus. On peut appeler ça un échec. Non, c'est simplement un résultat prévu mais qui n'est pas là. Alors c'est amusant, je fais une digression, mais on a du temps. Moi je trouve que je suis d'accord de dire c'est soit j'apprends, soit je réussis.
Mais l'échec, il existe réellement aussi. C'est-à-dire que des fois, tu te fixes un objectif et tu échoues. Et je pense qu'il faut aussi accepter l'idée que l'échec peut être une réalité, mais qu'on va aller au-delà. Oui. Un sportif peut échouer, mais il peut retenter, en fait. Oui. Mais c'est vrai que des fois aussi, ça fait du bien de se dire, j'y suis pas arrivé, et d'analyser ses KPI personnels, et de se dire, comment je fais pour pas échouer la prochaine fois. C'est pas que d'apprentissage, c'est aussi parfois l'idée que je suis pas allé là où je pensais pouvoir aller. Je suis en phase, et c'est clair que on doit accepter les moments autant de haut que de bas. Et c'est parce qu'on peut être en haut qu'il faut que tu vas accepter l'idée même qu'à un moment donné, oui, ça n'y est pas. Mais tu vois, dans mon esprit, la notion d'échec, elle est liée à la notion de renoncement. De dire que, tu vois, c'est dès l'instant que tu arrives finalement à être dans une mentalité où quand tu vas faire quelque chose, tu auras un résultat, ce résultat, il ne sera pas conforme à ce que tu as prévu. Donc oui, on peut se dire pourquoi. Là, je peux poser la question, est-ce que j'en ai d'ailleurs autant envie que ça ? Ou est-ce que j'ai les compétences suffisantes ? Donc le non-résultat va te porter, va te pousser à te questionner et à te dire pourquoi je n'y suis pas là. Mais tu vois, on est déjà en mode, ah oui, non, je n'y suis pas arrivé, donc je vais prédire que je n'y arriverai jamais. Tu vois, c'est là où je considère qu'à un moment donné, dès l'instant que tu n'as pas les résultats, il y a deux scénarios. Soit tu analyses pourquoi j'ai pas réussi, etc. Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et tu continues jusqu'à y arriver. Ou alors, ah non, j'ai échoué, je n'ai pas les résultats, et donc je projette, c'est que je ne suis pas capable. Voilà. Et dans ce cas-là, je ne vais pas le faire. D'accord. Voilà. Tu vois, il y a une nuance entre les deux pour moi. Dernière question sur ce questionnaire de Proust. Si tu étais un acteur, qui serais-tu ? J'aime bien Sacha Guitry dans les acteurs. La question, effectivement, elle est compliquée et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Il y a plein d'autres acteurs que Sacha Guitry. J'aime bien sa voix. J'aime bien, effectivement, le ton. Et puis après, les pièces écrites, les films, sont juste pour moi magnifiques, quoi. Et en termes de prise de parole, c'est un peu un modèle. Et voilà, une façon de s'exprimer, une éloquence qui est très agréable, très inspirante pour moi. C'est vraiment un acteur que j'aime bien. La pèlerine écossaise, Quadrille, mon père avait raison. Enfin, toutes ces pièces-là, effectivement, sont vraiment très, très intéressantes à voir. D'ailleurs, aujourd'hui, comment tu juges, toi qui as un regard sur l'histoire de la prise de parole, comment tu juges l'évolution ? Parce que c'est vrai qu'on est passé d'un discours parfois un peu formel, un peu, tu vois, surjoué, un peu autoritaire, à quelque chose de plus relâché. Et d'ailleurs, est-ce que dans les conseils que tu donnes à tes clients, est-ce que tu les autorises à utiliser des mots qui seraient des mots un peu qu'on n'utiliserait que dans le privé ? C'est vrai qu'on donne pas de conseils sur les mots à utiliser, à ne pas utiliser. Nous, notre focus, il est mis sur est-ce que le message que tu veux porter est en lien avec l'identité et le rôle que tu te forges à cet instant-là. Donc, à partir de là, chacun va trouver le ton qui lui correspond, la forme qui lui correspond, et va se sentir aligné. Donc, on tutoie la notion d'authenticité, c'est-à-dire à un moment donné, cette liaison entre qui je suis, qui j'ai envie d'incarner à cet instant-là, et le message que je veux porter. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver, oui, avec probablement beaucoup plus de diversité située dans la façon de s'exprimer. Tu parlais effectivement un petit peu d'une façon un petit peu relâché, relâché, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir, et on l'a déjà, et je le constate, et c'est top, beaucoup plus une diversité dans le ton, la forme, dans les relations aussi interpersonnelles. Et ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne doit pas, dans certains cas, faire preuve de plus de formalisme. Mais je dirais que moi, quand je regarde à titre personnel les hommes politiques, les grands dirigeants ou même d'autres personnes, ceux qui sont inspirants, c'est ceux qui sont à un moment donné, ce sont ceux qui ont pu à un moment donné se détacher d'une certaine forme, justement, un petit peu, ceux qui ne sont pas dans la norme.
Je vais le dire comme ça. Dès l'instant qu'une personne va trouver le ton qui lui correspond, avec une élocution qui est la sienne, avec une façon de s'exprimer, une posture qui est la sienne, on va complètement être détaché de la technique. Et pour autant, cette personne va être super inspirante. Est-ce que tu peux nous livrer 2 ou 3 secrets ou choses que peu de gens connaissent de toi? Secret, qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'aime bien changer d'époque. Quand je dis changer d'époque, avec mon épouse, on est passionné de costumes historiques, donc on participe, on danse aussi beaucoup à l'époque du 18e, du 19e, donc on se costume et on danse et on se dépise complètement. Là, pour le coup, on change de rôle complètement, ce qui permet de s'évader, de s'échapper. Mon épouse confectionne ses propres robes, donc on est vraiment là, voilà, on vit une autre époque dans une soirée, et c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Pourquoi cette époque-là plutôt qu'une autre? Parce que j'aime beaucoup la musique, et dans la musique voilà, du 18e, voilà, toute cette Lully, voilà, c'est tout un environnement à la fois musical et puis les tenues étaient juste magnifiques aussi. Ok. Et il y a des associations qui permettent... Oui, il y a plein d'associations. J'en fais partie d'une. On en fait partie d'une. Et justement, ça permet voilà, de nouer les liens et puis d'avoir plein d'activités en dehors, effectivement, de mon activité professionnelle qui me passionne, certes, mais ça me permet aussi d'avoir une vie à côté et d'en profiter. Ok. Alors ici, tu l'as compris, dans ce podcast, on se met un peu à nu. Et dans les choses que tu m'as confiées, c'est que tu prenais... les matins, y compris l'hiver, une douche froide. Bah oui, en fait, ça va un petit peu dans le sens un petit peu du dépassement de soi. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'aime ça parce que ça me fait du bien, tout simplement. Je me sens mieux quand je prends des douches froides. Est-ce que ça passe par une phase agréable? Parfois, non, justement. Et c'est un peu ce que j'évoquais à un moment donné, c'est que comprendre que ce que tu vis de désagréable est à ton service. Donc, il y a un peu ça me renforce mentalement et puis je me sens mieux après. Oui, une douche froide à 6 h du matin en plein mois de décembre, oui, c'est challengeant. Et dans ce cas-là, je me place quelque part dans la situation de c'est challengeant, mais je sais pourquoi je le fais quelque part. Tu vois, j'ai un pourquoi qui est très fort. Sinon, je mettrais tout de suite l'eau chaude. Ça m'abandonne. Est-ce que tu as un autre pan de ta vie que tu voudrais évoquer ici Écoute, je vis comme tout entrepreneur. Il y a beaucoup de pression. Donc la pression, on a besoin de l'évacuer. Et j'adore le sport. Donc je fais du sport régulièrement, tous les jours, la course à pied, la natation, du vélo. Tu me parlais de centres d'intérêt. Outre les aspects historiques, costumes, musique, je pratique aussi la course automobile. Je suis passionné par l'automobile depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, je fais du pilotage. Quel type de voiture, sur quel type de circuit? Voilà, coupe Porsche sur circuit. Donc j'apprends tous les jours. Je suis débutant, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Et là aussi, il y a un aspect, oui, performance, recherche de la performance, dépassement un petit peu de soi-même, aller titiller les limites. J'adore ça, ça me motive énormément. Ok. Je crois que tu es aussi fan de nautisme. Oui, oui, parce que pendant toute mon enfance, j'ai fait du bateau. Voilà, mes parents avaient un bateau et j'adore la mer. C'est pour ça que je fais de la plongée sous-marine aussi. Un petit peu moins là en ce moment, mais en tout cas, je fais de la plongée. Et parce que dans la plongée, j'aime autant la sortie en bateau que la plongée en elle-même. Donc, et c'est pareil en plongée, c'est un autre univers quelque part. Toi, tu sors de ta zone de confort, tu sors de ta zone habituelle. Quand je me costume, quand je vais sous l'eau, tu me diras, ça n'a rien à voir, Jérôme. Et pour autant, je vois le point commun, c'est qu'on est dépaysé, on fait autre chose. Je fais du sport, j'ai fait du saut en parachute aussi, et c'est pareil, le saut en parachute, si je voulais le comparer à la douche froide, bah oui, tu te mets en danger, oui, non, mais en tout cas, tu vas chercher l'inconfort, si tu veux, tu vas chercher à aller chercher tes propres limites, c'est ça, comment je veux Quand j'ai fait mon saut en parachute, j'avais un peu peur. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment j'allais réagir. Tu vois, quelque part, est-ce que je vais refuser de monter dans l'avion ou est-ce qu'au contraire, je vais y aller cool? Ça a été ni l'un ni l'autre. J'ai pu aller dans l'avion.
Mais jusqu'au moment où les portes s'ouvrent, oui, j'ai eu plein de pensées. Je me suis dit, mais comment, en principe, on est censé atterrir, mais on n'est pas censé sauter quand on est en avion. Donc, tu vois, c'était quand même un peu compliqué. Et à partir de là, ouais, c'est chaque opportunité dans ma vie, j'ai envie d'en profiter pour apprendre à me connaître et puis à sortir un petit peu de mes zones de confort habituelles. Je sens qu'il y a un point commun, c'est la vitesse de dépassement, titiller tes peurs. Ouais. C'est quelque chose que tu as fait tout au long de ta vie, finalement. Oui, oui. Et c'est marrant parce que quand je prends du recul, je pense que ça, c'est une particularité qui a grandi au fur et à mesure de mon âge. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus prudent, j'étais beaucoup plus timoré lorsque j'avais 10-15 ans que quand j'aborde la cinquantaine. Donc, comme quoi, il y a une évolution permanente. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir dans tout ce que je dois accomplir. Et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de moi-même. Et justement, chaque minute passée dans ma journée est là pour apprendre justement à me connaître un peu plus. On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais que tu puisses laisser ici une citation inspirante ou ce que les Anglais appellent legacy. Tu vois, quelque chose que tu aimerais déposer ici qui pourrait servir ceux qui t'écoutent. Oui, j'ai une phrase qui me vient en tête en lien avec mon propre parcours, et c'est aussi ce que je veux transmettre dans les personnes qu'on accompagne, c'est cette notion de pour faire ce que tu n'as jamais fait, tu es obligé en fait derrière de faire différemment. En fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc la citation, c'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire différemment quelque part. Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Okay. Donc il y a la notion de cause à effet. Si j'ai pas les effets, si j'ai pas les résultats que je veux, ça veut dire quelque part, je fais pas les bonnes choses en amont en fait quelque part. Donc les causes produisent, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc voilà, pour avoir ce que tu n'as jamais fait, pour avoir ce que tu n'as jamais vu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et pour faire ce que tu n'as jamais fait, tu dois être différent en fait. Tu dois être une personne que tu n'as jamais été. Donc on voit bien la relation entre le résultat et puis qui je suis en fait. Oui, donc une fois de plus, finalement, tu réussis par la personne que tu deviens. Et c'est ce process-là que finalement tu enclenches aussi par le travail sur la prise de parole. Oui, absolument.